Eden Motel, on le sent confusément et à certains moments très précisément, est le produit et le reflet d'une société où la dépression a une place extrêmement importante, pour ne pas dire une société dépressive. Au Québec, la première cause de mortalité chez les hommes de 20 à 40 ans, c'est le suicide. Il ne faut que 15 minutes au CLSC pour se faire prescrire des antidépresseurs et le Canada est au 3e rang mondial pour la consommation per capita d'antidépresseurs. Avec Marcelo Otero, nous allons nous poser des questions sur quelle est en ce moment notre société et de quelle société nous parle ce qu'il appelle l'épreuve dépressive. Et il est l'auteur d'un livre qui s'appelle L'ombre portée, l'individualité à l'épreuve de la dépression. Marcelo Otero est sociologue. Il est professeur au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal. Comme chercheur, il est associé au Centre d'histoire des régulations sociales, au groupe d'études sur le médicament comme objet social et au collectif de recherche sur l'itinérance, la pauvreté et l'exclusion sociale. Ces projets de recherche portent sur les nouveaux problèmes de santé mentale et les problèmes sociaux complexes. Parmi ses ouvrages, Les règles de l'individualité contemporaine aux presses de l'Université Laval en 2003, L'ombre portée, que j'ai mentionné, l'individualité à l'épreuve de la dépression chez Boréal en 2012, et tout récemment, avec Shirley Roy, qu'est-ce qu'un problème social aujourd'hui aux presses de l'Université du Québec. Bienvenue, Marcelo Otero. Merci beaucoup. Et avant tout, je voudrais féliciter et remercier les comédiens et Philippe. C'était magnifique. Bon, les questions que pose la pièce, c'est des questions qui sont complètement contemporaines. La question de la dépression, malgré le fait que le terme dépression, apparemment, on les connaît depuis longtemps, la forme que la dépression a aujourd'hui, ce que nous appelons dépression aujourd'hui, est tout à fait nouveau. Et jusqu'aux années 50, dans les manuels de psychiatrie, la dépression n'était qu'un symptôme, un triste symptôme ou un triste mécanisme de défense qui n'attirait pas beaucoup l'attention des psychiatres en général. C'est à partir des années 80 que la dépression devient une maladie en soi, un trouble en soi, un désordre en soi. Et c'est à partir de ce moment-là aussi qu'on commence, d'une manière plus systématique, à l'associer avec ce qui va être son compagnon de fortune, c'est-à-dire les antidépresseurs. À partir des années 90, avec l'apparition du Prozac, que nous connaissons tous, dépression et antidépresseurs vont ensemble. Et là, on est vis-à-vis d'un paradoxe qui devrait nous interpeller, et pourtant, on l'oublie de manière presque systématique. Le paradoxe est celui-ci. Nous, au Canada, on fait bien nos devoirs, on prend beaucoup d'antidépresseurs. C'est les premiers médicaments délivrés en pharmacie au Canada. Les premiers, c'est des antidépresseurs. Au Québec, c'est les deuxièmes, après les médicaments pour le cholestérol. C'est-à-dire qu'on en prend. On en prend énormément. À l'échelle mondiale, comme Paul l'a dit, après l'Islande et l'Australie, c'est le Canada, la société qui prend le plus d'antidépresseurs. Et pourtant, la dépression ne fléchit pas. Au contraire, elle augmente. Si on pense à d'autres types de maladies, par exemple, comme la tuberculose, si vous prenez la pénicilline, la prévalence de la tuberculose diminue. Donc là, c'est normal. On prend un médicament, ça fonctionne à l'échelle du social, donc c'est un bon médicament. Mais on prend des antidépresseurs de plus en plus, et pourtant, la prévalence ne fléchit pas. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Qui se trompe? Les épidémiologues qui mesurent l'incidence de la dépression et la prévalence, ou les scientifiques qui concoctent les molécules chimiques que nous prenons et qui nous disent qu'elles soignent bien la dépression et qu'elles sont efficaces. Mais les deux ne peuvent pas dire vrai. Il y a l'un des deux qui se trompe. Quelle est la nature de la dépression? Est-ce que c'est une maladie justement qui se passe dans le cerveau ou c'est une maladie qui dépend... est-ce que c'est une maladie qui est individuelle ou une maladie qui est sécrétée par un certain fonctionnement social? En fait, il y a, je veux dire, deux banalités que tout le monde connaît, mais qu'on n'applique pas dans nos raisonnements. Il n'y a pas d'individu sans société, ça n'existe pas. C'est une contresens logique et anthropologique, il n'y en a pas. Mais il n'y a pas non plus d'individu sans corps, ça n'existe pas non plus. C'est un contresens, encore une fois, logique et anthropologique. Et on l'oublie quand on analyse les problèmes. Et la dépression est un problème social, n'est pas un problème du cerveau.
D'ailleurs, on peut ajouter ceci, il n'y a aucune preuve biologique, physique, qui puisse dire qu'il y a un rapport entre les déséquilibres des neurotransmetteurs et les symptômes de la dépression. Et ce qui est intéressant aussi, notamment pour un sociologue, c'est de constater quelque chose qu'on sait en théorie, mais qu'en pratique c'est plus difficile à vérifier, qu'on ne souffre pas comme on veut. C'est-à-dire qu'on souffre tous plus ou moins de la même façon. La grammaire de la dépression, elle, est sociale. Et aussi la manière de la diagnostiquer et la manière de la soigner, pourtant, elle est chimique. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas entre les deux. Pour les sociétés performantes, à partir des années 90, être triste et aller au boulot, ce n'est pas un problème. Si vous êtes triste, allez chez vous, et bon, amusez-vous, prenez un film, sortez, marchez, mais vous n'affectez pas la capacité d'action. La dépression, c'est les principales caractéristiques de la dépression, c'est justement qu'elle bloque l'action. Un individu déprimé est avant tout un individu bloqué dans l'action, fatigué. Pour un vrai déprimé, pour quelqu'un qui a un diagnostic de dépression majeure, se brosser les dents, c'est tout un exploit. Bouger, c'est tout un exploit. Ce n'est pas tant la tristesse que l'action qui est bloquée. Et si vous regardez un petit peu la population active, vous et nous qui produisons la richesse, c'est capital. En 1999, dans la réunion annuelle de Davos, où les gens les plus puissants de la planète vont dire un petit peu quels sont les grands problèmes de l'humanité, ils vont dire pour la première fois, les cancers du XXIe siècle, ça va être la dépression. Et aujourd'hui, les données qu'on a vont dans ce sens-là, c'est-à-dire la première cause, comme le disait Paul, d'incapacité en Occident, c'est la dépression. Pour la première fois dans l'histoire, on est, disons, dans la société occidentale, un individu singularisé plus que jamais. Les sociétés produisent de plus en plus des individus plutôt que des gens qui sont préparés pour se relier les uns aux autres. Et ça, on le fait à partir de la maternelle. Depuis qu'on est tout petit, on nous apprend à être un individu. Tous les personnages de la pièce étaient eux-mêmes, quand même. D'un côté, on parlait, oui, de la standardisation d'un certain nombre de choses, de la sexualité, de la nourriture, de la bouffe, etc. Mais d'un autre côté, chaque personnage était très différent l'un de l'autre. Et aujourd'hui, on est les uns avec les autres bien plus différents qu'on ne l'était. Il suffit de regarder des photos des années 50, et voir les gens habillés dans un stade de hockey, de foot, dans un théâtre. Les gens sont habillés de manière plus cohérente, plus uniforme. Aujourd'hui, tout le monde ici a sa particularité. Et ça, ce n'est pas mauvais. Notamment pour les groupes différents, l'évolution de la fragmentation des identités sexuelles, par exemple, c'est quelque chose qui est relativement nouveau. Aujourd'hui, il y a en Amérique du Nord, aux États-Unis, il y a une juge transsexuelle, par exemple, quelque chose qu'il y a 20 ans, ça aurait été absolument impensable. Mais aujourd'hui aussi, on peut, plus que jamais dans l'histoire, exprimer des souffrances de manière désinhibée. Qui aurait pensé que les commandants des forces armées canadiennes peuvent pleurer à la choléra et dire « J'étais frappé par l'horreur que je vis à Rwanda, je suis déprimé ». Aujourd'hui, les policiers, les cols bleus, tout le monde a le droit à la souffrance. Et ça, c'est un changement sociologique majeur. Mais pas seulement ça, et ça, c'est très important. Le travail, qui en quelque sorte était enchâssé dans des emplois, est devenu la métavaleur qui nous définit. Aujourd'hui, si une personne ne travaille pas, si une personne n'a pas une identité professionnelle, socialement parlant, elle n'existe pas. Si on n'est pas marié, si on est célibataire, si on est ceci ou cela, ce n'est pas le plus important, mais les rapports au travail a été surinvesti de manière excessive et l'existence sociale ou l'appartenance à une société se fait par le travail. Un individu qui n'a pas un lien de travail relativement intéressant, valorisant, n'est pas un vrai membre de la société. Aujourd'hui, on est seul vis-à-vis de ce qui nous arrive. On ne peut pas dire c'est papa, c'est maman, c'est mon frère, c'est l'autre. Aujourd'hui, on n'est pas seulement responsable de ce que nous faisons, mais de ce qui nous arrive aussi. Et cette puissante responsabilité qui pèse sur les épaules des individus, à un moment donné, ça nous fait craquer. Quand tout va bien, un individu est fier d'être un individu. Pourquoi? Parce qu'il est l'auteur de sa vie. Mais quand ça va mal, l'individu est l'auteur de ses échecs. Et c'est là que tout s'écroule. Et c'est là que la dépression vient en quelque sorte coder l'effondrement de la personne. L'effondrement notamment dans l'action, la personne n'est plus à la hauteur de faire ce qu'elle faisait auparavant, alors on s'écroule, on tombe.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la dépression fléchisse, pour que la prévalence diminue? C'est justement les sphères de la vie où la dépression, vis-à-vis de laquelle elle va se manifester de manière la plus forte, c'est le travail. Quand on demande aux personnes déprimées qui ont des expériences lourdes, de dépression forte, l'explication qu'elles vont donner, c'est le plus souvent relié au travail, à l'activité au travail, et la famille, l'enfance et la sexualité, que c'était trois clés pour expliquer ou mettre en parole la souffrance de la névrose, sont presque disparues de la plupart des dépressions plus ou moins standards. Il y a tous les sociologues qui ont étudié le capitalisme dans les moments où ça change, des années 70 jusqu'aux années 80, où on commence à fonctionner autrement, mondialisation, précarisation, etc., des choses qu'on connaît très bien, et vont nous dire quelque chose. Le capitalisme a pris des critiques qui lui ont été faites. Il y a beaucoup de sociologues qui en appellent ça l'incorporation de la critique artiste, puisqu'on est dans un théâtre, par le capitalisme. C'est-à-dire, en mai 68, on se plaignait de faire un travail qui n'a pas de sens, un travail mécanique, un travail routinier, de ne pas pouvoir participer au travail. Et le capitalisme va ouvrir ses portes, et vous voulez participer, on va vous laisser. Aujourd'hui, si vous dites, quand vous allez prendre un emploi ou chercher un emploi, ou postuler pour un emploi, j'ai obéi, j'ai fait ce qu'on me dit de faire, non, vous n'êtes pas un bon employé. Ce qu'il faut répondre, je suis responsable, je suis autonome, je me débrouille tout seul, je vais contribuer à l'entreprise, j'ai de nouvelles idées, je suis quelqu'un, un individu autonome et je vais contribuer à l'entreprise. Donc les modèles disciplinaires d'avant est disparu. Aujourd'hui, on est un autre modèle. Aujourd'hui, les enfants qui sortent de l'école ou de l'université, ils veulent avoir un emploi intéressant. C'est quelque chose qui s'est posé un peu moins jusqu'aux années 70. Avant, on avait l'emploi qu'on pouvait avoir, celui qu'on avait, les métiers qu'on avait hérités de la famille. Aujourd'hui, cette question relativement existentielle, c'est-à-dire je veux faire un emploi qui me plaît, vraiment, je veux m'épanouir dans le travail, c'est quelque chose qui est une demande qui est courante. Mais le piège est, oui, parfois je peux m'épanouir, mais je peux me perdre aussi. Je ne fais que travailler, je ne fais que m'avouer au travail, et tout en faisant ce que je crois que je dois faire et qui va m'épanouir, je me détruis en même temps. Et même le loisir, maintenant, est vu en fonction du travail. Non pas un repos, mais un repos, un ressourcement pour mieux travailler. Tout à fait. Et quand une personne tombe en dépression, par exemple, ce qu'on lui demande, c'est-à-dire, dans votre vie privée, c'est-à-dire, on ne parle pas de travail, comment ça se passe? Quand le terme burn-out, c'est-à-dire que c'est un peu l'un des ancêtres de la dépression, est apparu dans les années 70, la prescription pour le burn-out était le repos. C'est-à-dire, vous êtes brûlé, et brûlé au travail, il ne fallait même pas le dire, alors vous vous reposez, vous arrêtez de travailler. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes brûlé au travail, on ne le dit pas, mais vous êtes brûlé au travail, mais qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, il y a un médicament que dans 2-3 semaines, vous remet sur le pied. C'est-à-dire, va relancer le ressort de l'action, vous recouvrez l'énergie et vous retournez à faire ce qui vous rendait fou, en quelque sorte. Donc, c'est un cercle vicieux, et c'est pour cette raison que, d'une part, les dépressions se chronicisent, elles ne se guérissent pas, elles deviennent chroniques, et qu'on continue de plus en plus à prendre des médicaments. Et les médicaments, et on discutait ça avant la pièce aujourd'hui, un médicament c'est un psychotrope. Un psychotrope, c'est une molécule psychoactive. Il n'y a pas de différence entre une drogue et un médicament, la différence est légale, si vous voulez, ou technique. Mais la substance, parfois, est la même. Dans l'histoire, il y a des molécules qui étaient interdites, et à un moment donné, on les autorise, et on les utilise comme des médicaments. La dépression ne va pas s'arrêter si on ne change pas les conditions de vie. Les médicaments vont, oui, la gérer, ils gèrent la dépression, mais ils ne la guérissent pas, ils ne font pas reculer la prévalence. Et ça, c'est des données mathématiques qui sont disponibles à tout le monde. Et si on regarde l'évolution des manuels de psychiatrie, aujourd'hui, tout le monde connaît le DSM-5, c'est-à-dire les manuels diagnostiques et statistiques des troubles mentaux. C'est un gros livre comme ça, à peu près de 1000 pages, 1200 en français, où vous avez tous les problèmes de santé mentale répertoriés par l'Association des psychiatres américains. Quand vous lisez ça, si vous n'êtes pas dedans, vous êtes mort, parce que tout est là. Il n'y a rien, disons, la valeur sociologique de ces livres-là est majeure, parce qu'ils ont fait des études empiriques très coûteuses, très larges, qui ont permis de voir en quelque sorte de quoi on souffre, de quoi on se plaint.
on retrouve, on analyse d'abord la demande et ensuite on essaie de trouver une réponse. Mais puisque c'est des psychiatres, et puisque l'outil principal de la psychiatrie, en tout cas, et d'autant plus depuis les années 80, c'est les médicaments, et ce n'est pas des milliers de médicaments, c'est 4 classes de médicaments avec des marques commerciales différentes. Et si on regarde nos maisons, par exemple, nous avons plus. Qui ne prend pas les médicaments ici? Qui n'est pas en pharmacie avec toutes sortes de choses? Tout le monde. Donc tout le monde est interpellé par médicaments interposés avec l'univers de la science. Et ça nous fait confiance. Et ça, c'est quelque chose qui, en quelque sorte, nous rassure et on pense que c'est notre compagnon. Et ça, depuis le XVIIIe siècle, où la médecine en Occident commence à prendre une place énorme. Si quelqu'un va voir un médecin, un généraliste, après les généralistes prescrivent 90% des antidépresseurs, et la personne dit « je suis fatigué, je n'arrive pas à dormir, j'ai des idées noires », qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut pas régler la vie de la personne, d'autant plus qu'il n'a pas du temps pour l'écouter parce que l'emploi du temps est très court. Alors tout ce qu'il a comme panoplie, c'est donner un médicament qui de surcroît s'appelle antidépresseur. C'est-à-dire, vous avez d'un côté un diagnostic qui s'appelle dépression et d'un autre côté un médicament qui s'appelle antidépresseur. Il doit faire le lien, il doit servir. Sinon, il s'appellerait autre chose. Ce qui manque, et on le voyait un peu dans la pièce, c'est ce qui manque au niveau du travail, ce qui manque au niveau de la société, c'est des manières de se regrouper, de reconstruire des espaces collectifs pour dire non, c'est assez. Okay, on ne va pas travailler comme un fou, on va se donner des limites. Parce que c'est bon, parce que c'est mieux, parce qu'on n'est plus... Et on le voyait un peu dans la pièce, ces espaces de rencontre se font autour du repas. Quand on parlait du homard, du crabe, où il y a du plaisir associé... Des calmars, oui. Associés, et on les voit dans les cas du Québec, on les voit depuis le déclin de l'Empire américain, où le fait de faire un repas, c'était plus significatif pour nouer des liens que toutes les conversations qui étaient autour de la table. L'effet physique de se mettre à table, de faire à manger et de déguster quelque chose collectivement, ça crée du lien. Et c'est chose qui manque.